Mon cœur de grand-mère ne s'est jamais remis du jour où Lucie est rentrée, brisée. Le coupable? Un moniteur, oui. Mais surtout, une famille puissante, les Chevaliers, protégeant son nom. Ils ont tout tenté pour m'intimider. Les menaces, le silence. Ils ont même offert une somme considérable. Pour que je me taise. Pour que la vérité reste enterrée. Mais une grand-mère, ça ne s'achète pas. Avant d'écouter la suite, abonnez-vous et écrivez en commentaire le nom de votre ville. Ces petits liens rendent chaque histoire un peu plus humaine. Je m'appelle Geneviève Dubois. J'ai 67 ans maintenant. J'ai passé la soixantaine. Je pensais qu'après avoir élevé ma fille, ma vie était accomplie, sans plus rien à regretter. Mais un jour, j'ai compris qu'il y a des choses que l'on donne, et qui ne vous sont jamais rendues. Mon existence à Tours, dans cette petite maison au volet vert, était douce et prévisible. Les matins commençaient avec le chant des merles, les après-midi avec le bruit de mes aiguilles à tricoter. Et au centre de tout, il y avait Lucie. Ma petite fille, 5 ans, la lumière de ma fin de vie. Ses boucles rousses, qui prenaient des reflets d'automne au soleil, étaient ma joie quotidienne. Aujourd'hui, c'était le grand jour de son retour. Elle revenait du camp d'été de la Clairière enchantée. Une semaine, une seule petite semaine. J'avais préparé ses madeleines préférées, celles avec un peu plus de miel, pour la surprise. Le four exhalait encore un parfum de douceur qui emplissait la cuisine. Moustache, mon vieux chat tigré, somnolait sur le fauteuil en osier, indifférent à mon effervescence. Le bus devait arriver à 15 heures. J'avais regardé ma montre une douzaine de fois. Le programme était une bénédiction, une semaine gratuite pour des enfants de familles modestes. Des balades en forêt, des ateliers créatifs, des leçons de natation, tout ce qu'une enfant peut rêver. Quand le bus jaune, enfin, a grondé dans notre rue, un frisson m'a parcouru. Mes genoux ont protesté quand je me suis levé d'un coup. Je me suis avancé sur le perron, la main en visière, cherchant son petit visage derrière les vitres. Mon cœur battait la chamade, mais pas de la joie habituelle. Quelque chose, une ombre légère, planait déjà. Et puis elle est descendue. Ma petite Lucie. Elle ne s'est pas jetée dans mes bras comme d'habitude, son rire cristallin résonnant dans l'air. Non. Elle marchait. Lentement. Ses petits yeux fixés sur le sol, serrant son sac à dos contre sa poitrine comme un bouclier. J'ai tendu les bras. Lucie, ma puce. Elle a levé la tête, et j'ai vu. Ses joues n'avaient plus cette couleur de pêche après une journée de jeu. Son visage était pâle, presque translucide. Je me suis agenouillé, j'ai essayé de la prendre dans mes bras. Son corps était raide. Froid. Comme une petite statue. Pas un mot. Pas un sourire. Tu t'es bien amusée au camp, ma chérie, ai-je demandé, tentant de garder ma voix légère, alors que l'inquiétude montait en moi, un nœud serré. Elle n'a rien dit. Elle a juste pris ma main, glacée, et s'est laissée guider vers la maison. Les madeleines sont restées intactes sur la table. Lucie a refusé de changer de vêtements, a refusé de parler de sa semaine. Quand j'ai tendu la main pour lui brosser une feuille de ses cheveux, elle a tressailli. Je lui ai proposé d'aller jouer dans le jardin, mais elle a secoué la tête. Elle s'est roulée en boule sur le banc de la fenêtre, avec Moustache, fixant le vide. Le soir, au moment du coucher, j'ai glissé un pull doux sur son pyjama, je lui ai lu son histoire préférée. Mais Lucie ne m'écoutait pas. Ses yeux étaient grands ouverts, fixés sur la porte du placard. « Tu peux laisser la lumière allumée » a-t-elle murmuré. C'étaient ses premiers mots depuis son retour. « Bien sûr, ma chérie. Tu as peur du noir maintenant ?» Elle a secoué lentement la tête. « Pas du noir. » Elle a tiré la couverture jusqu'à son menton. « Mamie ?»« Oui, ma petite Lucie. » Sa voix, un murmure tremblant, presque inaudible, m'a transpercé. Le serpent était trop grand. Je n'ai pas aimé son jeu. Le monde s'est mis à tanguer sous mes pieds.
Quel serpent? Quel jeu? Mais Lucie avait déjà tourné le visage vers le mur, se recroquevillant sur elle-même, ses petites épaules secouées de sanglots silencieux. Un froid glacial m'a saisi, plus profond que l'automne dehors. J'ai posé une main protectrice sur sa petite épaule tremblante. Je suis là, Lucie. Et je te promets, je découvrirai ce qui s'est passé. Dehors, le vent s'est levé, faisant claquer les volets comme un avertissement. Ma vie venait de basculer. Complètement point le SAMU a été là en quelques minutes. Ces hommes en uniforme, si calmes, si efficaces, ont examiné Lucie. Ils ont vérifié sa température, son pouls. M'ont posé des questions que je n'arrivais pas à formuler. J'avais l'impression de vivre un mauvais rêve, de regarder la scène de loin. Finalement, le docteur m'a regardé avec une expression grave, mais rassurante. Madame Dubois, nous n'avons trouvé aucune lésion physique. Son estomac semble aller. Il est probable qu'elle soit simplement épuisée, ou qu'elle ait subi un choc émotionnel. Un choc émotionnel? Je savais que c'était plus que ça. Mais sans marque, sans échymose, mes paroles semblaient n'avoir aucun poids. Ils ont suggéré une nuit à l'hôpital pour observation, par précaution, et un rendez-vous rapide avec son pédiatre. Les heures qui ont suivi son retour de l'hôpital, le lendemain matin, ont été les plus lourdes de mon existence. La maison aux volets verts, autrefois emplie de rire et de l'odeur du pain grillé, était devenue silencieuse. Un silence épais, pesant, qui étouffait chaque recoin. Les madeleines que j'avais faites la veille restaient sur la table, intactes. Lucie ne les a même pas regardées. Elle s'est glissée dans son fauteuil habituel, sans un mot. Ses cheveux, désordonnés, formaient une sorte de casque terne. Quand je lui ai proposé un bain, l'impensable s'est produit. Ma petite fille, qui adorait barboter avec ses canards en plastique, s'est effondrée sur le sol. Ses genoux serrés contre sa poitrine, elle a secoué la tête avec une violence qui m'a glacé. Pas de bain. Pas d'eau. Son petit corps tremblait, sa voix était rauque de panique. Je me suis agenouillé à côté d'elle, sans la toucher, de peur de la brusquer davantage. C'est bon, ma chérie. Pas de bain. On peut sauter aujourd'hui. Elle passait des heures assise à la table basse, avec ses crayons de couleur et son carnet de dessin. Mais ce n'étaient plus les chevaux arc-en-ciel ou les maisons fleuries qu'elle dessinait. Elle ne prenait qu'une seule couleur. Le noir. Elle coloriait page après page, avec une obstination effrayante, couvrant tout d'une encre sombre. Des formes indistinctes, des ombres. Pas de soleil. Pas de rire. Juste du noir. Simone, ma voisine et amie, m'avait toujours dit que les enfants s'exprimaient par le jeu et le dessin. Mais quel message pouvait bien se cacher derrière tant de noirceur? Je m'asseyais à quelques mètres, l'observant. Chaque fois que mon regard croisait le sien, elle détournait les yeux. Quand j'essayais de lui caresser les cheveux, elle se raidissait. Les bras croisés, elle tenait son petit sac à dos contre sa poitrine, même à l'intérieur, comme une cuirasse. Une carapace. J'avais élevé ma fille, la mère de Lucie, avant de devoir prendre en charge ma petite fille, après que la dépendance m'ait volé mon enfant. Je connaissais les tempêtes silencieuses des jeunes cœurs. Mais celle-ci était différente. Ce silence-là était lourd. Il pesait. Il était chargé de quelque chose que je ne pouvais nommer, mais qui me glaçait les sangs. Un soir, Lucie s'est réveillée en hurlant. Je me suis précipité dans sa chambre pour la trouver recroquevillée contre la tête de lit, les yeux écarquillés de terreur. « Il vient, » sanglotait-elle. Et il a dit qu'il me trouverait si je le disais. J'ai serré ce petit corps tremblant contre moi. « Et qui, ma chérie? Qui vient ?» Mais Lucie a juste enfoui son visage dans ma chemise de nuit, son petit corps secoué par une peur incontrôlable. Dans ce moment-là, alors que le tonnerre grondait dehors, je me suis fait une promesse silencieuse. Quelqu'un avait fait du mal à ma petite fille. Quelqu'un avait volé sa lumière, sa voix, sa confiance dans le monde. Et peu importe leur puissance,
peu importe la façon dont le système essaierait de les faire taire, je me battrai jusqu'à ce que la vérité éclate. Pour Lucie. Pour elle, je deviendrai la protectrice la plus féroce que le monde ait jamais vue. Je regardais ses dessins noircis. Ce n'était pas de la fatigue. C'était un appel. Un cri. Un cri sans mot point le lendemain, après avoir vu Lucie pousser la nourriture autour de son assiette, sans même y toucher, j'ai pris une décision. J'ai saisi le téléphone de la cuisine et j'ai composé le numéro de la clairière enchantée. Après quelques transferts, Martine Moreau, la directrice du camp, a finalement pris la ligne. Sa voix était d'un professionnalisme affable, presque doucereux. « Madame Dubois, comment puis-je vous aider ?» Quelque chose est arrivé à Lucie au camp, ai-je dit, en gardant ma voix basse, alors que je regardais ma petite fille de l'autre bout de la pièce. Elle est revenue complètement changée, effrayée, parlant d'un jeu de serpent. Le silence à l'autre bout du fil a duré un battement de cœur de trop. Les enfants créent souvent des fantasmes, Madame Dubois, a finalement répondu Martine Moreau. Surtout quand ils sont fatigués après une semaine d'activité. Je vous assure que nos moniteurs sont soigneusement contrôlés. J'ai senti une colère froide monter en moi. J'aimerais savoir qui supervisait le groupe de Lucie, ai-je insisté. Ce serait Julien Chevalier, l'un de nos bénévoles les plus fiables. Sa famille soutient notre fondation depuis des années. Le ton de Martine Moreau est devenu légèrement plus froid. Peut-être Lucie s'adapte-t-elle simplement à son retour à la maison après son aventure. Les enfants de cet âge peuvent être dramatiques. Ma prise sur le téléphone s'est resserrée. Ma petite fille n'est pas dramatique. Quelque chose est arrivé. Je comprends votre inquiétude, a dit Martine, sa voix maintenant sèche. Mais je peux vous assurer que rien d'inapproprié ne se produit dans nos camps. Peut-être qu'à votre âge, le stress de la garde d'enfants. Mon âge n'a rien à voir avec ça, les jeux interrompus, la colère éclatant. Quelque chose a effrayé ma petite fille, et j'ai l'intention de savoir quoi. Après avoir raccroché, je me suis assise à la table de la cuisine, les mains tremblantes. Le dédain de Martine Moreau me semblait si bien rodé, comme si elle avait déjà eu cette conversation. Un coup à la porte de derrière m'a fait sursauter. Simone Martin, ma voisine et amie, ancienne infirmière à la retraite, se tenait sur le perron avec un panier de tomates fraîches de son jardin. Je pensais que vous aimeriez. Simone s'est arrêtée, étudiant mon visage. Qu'est-ce qui ne va pas? Autour d'un café à la table de la cuisine, j'ai expliqué le comportement de Lucie, tandis que l'enfant était assise dans le salon, coloriant silencieusement la même page en noir avec crayon après crayon. Simone a observé Lucie à travers la porte, ses yeux expérimentés se plissant. Ce n'est pas juste un enfant difficile, a-t-elle dit doucement. J'ai déjà vu ce genre de changement dans mes années d'infirmière. La directrice du camp m'a ignoré, ai-je murmuré. Elle m'a fait sentir que j'exagérais. Faites confiance à votre instinct, Geneviève, a dit Simone fermement. Quelque chose est arrivé à cet enfant. Elle a tendu la main et a saisi mes mains ridées dans les siennes. Vous pourriez avoir une route difficile devant vous. Les gens ne veulent pas toujours entendre la vérité, surtout quand cela implique des organisations respectées. J'ai regardé Lucie, si petite et vulnérable. Ses dessins colorés maintenant recouverts de noir. Je ne sais pas quoi faire ensuite, ai-je admis. Docteur Lefebvre, a suggéré Simone. C'est une bonne pédiatre pour les enfants. Commencez par là. Dans ce moment-là, j'ai réalisé à quel point il était important d'avoir quelqu'un qui vous croit. Parfois, juste une voix empathique suffit à rallumer une flamme quand on pense se noyer dans l'obscurité. Et vous, chers auditeurs, avez-vous déjà eu quelqu'un qui vous a fait confiance au moment où vous en aviez le plus besoin? Si vous m'écoutez encore, aidez-moi en commentant le numéro ainsi ci-dessous, pour que je sache que j'ai toujours des compagnons de route dans ce cheminement. Votre présence est le plus grand des encouragements pour que je continue à vous raconter la suite, la partie où la vérité commence à parler. La salle d'attente du cabinet pédiatrique du docteur Anne Lefebvre était peinte de jaune et de bleu joyeux,
avec une fresque d'animaux de dessins animés jouant des instruments de musique le long d'un mur. Lors de toute autre visite, Lucie aurait eu le nez collé à l'aquarium, nommant chaque poisson coloré. Aujourd'hui, elle était assise immobile sur mes genoux, le visage à moitié caché dans mon cardigan. C'est juste un contrôle de routine, lui avais-je expliqué ce matin-là, prenant soin d'éviter toute mention de mes inquiétudes qui pourraient l'effrayer davantage. Mais l'enfant semblait en savoir plus, ses yeux méfiants et vieux au-delà de ses 5 ans. L'infirmière nous a appelés, son sourire a légèrement flanché lorsque Lucie a refusé tout contact visuel ou de monter sur la balance sans que je lui tienne la main. Le docteur Lefebvre est entré quelques instants plus tard, ses yeux bruns chaleureux mesurant la situation avec un calme professionnel. « Bonjour Lucie », a-t-elle dit doucement, s'asseyant sur son tabouret roulant pour être à la hauteur de l'enfant. « J'ai entendu dire que tu étais partie en camp la semaine dernière. J'adorais les camps quand j'avais ton âge. » La prise de Lucie sur ma main s'est resserrée jusqu'à me faire mal. Le docteur Lefebvre m'a regardé, une question silencieuse dans ses yeux. Elle est différente depuis son retour, ai-je expliqué doucement. Elle ne mange pas, fait des cauchemars. Elle ne veut pas se laver et refuse de parler de ce qui s'est passé. La docteure a hoché la tête, presque imperceptiblement. Lucie, voudrais-tu choisir un autocollant pendant que je discute un instant avec ta grand-mère? Le bocal est juste là-bas, sur cette étagère. Une fois Lucie distraite, le docteur Lefebvre a baissé la voix. A-t-elle mentionné quelque chose de spécifique qui vous inquiète? J'ai hésité, puis j'ai murmuré, elle a parlé d'un jeu de serpent qui l'a effrayée. Et la nuit dernière, elle s'est réveillée terrifiée, disant qu'il la retrouverait si elle parlait. L'expression du docteur Lefebvre est restée professionnelle. Mais j'ai vu un éclair d'inquiétude dans ses yeux. J'aimerais faire un examen physique standard, a dit la docteure. Mais je devrais l'aborder avec prudence. L'examen s'est déroulé, le docteur Lefebvre narrant chaque étape avant de toucher Lucie, demandant toujours la permission d'abord. Quand elle a demandé à Lucie de s'allonger sur la table recouverte de papier, la petite fille a gelé. Non, a-t-elle murmuré, les yeux écarquillés de panique. C'est bon, a dit le docteur Lefebvre d'une voix douce. Nous pouvons sauter cette partie. Peux-tu me dire, Lucie? Est-ce que quelqu'un au camp t'a mise mal à l'aise ou t'a fait peur? Les yeux de Lucie ont fait un mouvement rapide vers la porte, comme pour s'assurer que personne n'écoutait. Elle a fait un tout petit hochement de tête. C'était un autre enfant, a demandé le docteur Lefebvre. Lucie a secoué la tête. C'était un adulte. Une larme a glissé sur la joue de Lucie alors qu'elle hochait de nouveau la tête. Le docteur Lefebvre a gardé son calme professionnel, mais j'ai remarqué que ses jointures blanchissaient tandis qu'elle serrait son presse-papier. Tu es très courageuse, Lucie. Tu n'as aucun problème. Après l'examen, le docteur Lefebvre a demandé à Lucie d'attendre avec l'infirmière dans la salle de jeu pendant quelques minutes. Une fois la porte fermée, son calme professionnel s'est teinté de compassion. Madame Dubois, il n'y a pas de façon facile de dire cela. Je constate des indicateurs comportementaux compatibles avec une expérience traumatique. Mon cœur battait la chamade. Vous voulez dire que quelqu'un lui a fait du mal? Je ne peux pas faire de déclaration définitive sans plus d'informations, a prévenu le docteur Lefebvre. Mais je suis suffisamment inquiète pour recommander une consultation immédiate avec le docteur Isabelle Renaud, une psychologue pour enfants spécialisée dans les traumatismes. Dans combien de temps pouvons-nous la voir, ai-je demandé, la bouche sèche de peur. L'expression du docteur Lefebvre est devenue soucieuse. C'est notre premier défi. Le docteur Renaud a une liste d'attente de 3 mois pour les nouveaux patients. 3 mois. Ma voix s'est élevée. Lucie a besoin d'aide maintenant. Je suis d'accord, a dit le docteur Lefebvre, écrivant quelque chose sur un bloc d'ordonnance. Je le note comme urgent, mais la réalité est que les services de santé mentale pour enfants sont gravement sous-financés. En attendant, elle a arraché le papier et me l'a tendu. Ceci est une liste de ressources et de techniques qui pourraient aider Lucie à se sentir de nouveau en sécurité.
Mes mains tremblaient en pliant le papier dans mon sac. Et signaler cela? Quelqu'un ne devrait-il pas enquêter sur le camp? Je suis tenu de signaler tout soupçon de préjudice envers des enfants, a confirmé le docteur Lefebvre. Mais Geneviève. Sa voix s'est adoucie, ces cas sont difficiles. Sans preuve physique claire ou une révélation détaillée, les enquêtes stagnent souvent, surtout lorsqu'elles impliquent des organisations bien connectées. Ma colonne vertébrale s'est redressée. La directrice du camp a mentionné que la famille du moniteur soutient la fondation depuis des années. La famille Chevalier. L'expression du docteur Lefebvre a changé subtilement. Là, la famille Chevalier a une influence significative dans ce département. Leur don finance la moitié des programmes pour enfants ici. Il y avait une pause. Un silence. Un silence qui en disait long. La façon dont elle avait dit le nom de la famille. Le regard. C'est là. C'est ce moment. C'est à cet instant précis que j'ai senti la glace me saisir le ventre. La glace de la compréhension. Un frisson froid, qui n'avait rien à voir avec la température de la pièce. En allant chercher Lucie dans la salle de jeu, le poids de ce à quoi nous faisions face s'est abattu sur moi comme un lourd manteau. Non seulement une quête de vérité, mais une confrontation avec le pouvoir lui-même. Le centre communautaire d'Eau-Côte se dressait comme un sanctuaire au milieu des modestes maisons du quartier. Sa façade en briques et ses colonnes blanches évoquaient la stabilité et la confiance. J'ai guidé Lucie sur les larges marches, sa petite main froide dans la mienne. Le groupe de soutien des grands-parents tuteurs se réunissait ici 2 fois par mois, et Simone avait insisté pour que j'y assiste. Vous avez besoin d'alliés, m'avait dit Simone ce matin-là. Ce n'est pas une bataille que vous pouvez mener seul. La salle de réunion était chaleureuse et accueillante, avec des chaises confortables et des pareillers disposés en cercle. 7 autres grands-parents ont levé les yeux quand je suis entré, leur visage marqué par l'expérience partagée d'élever les enfants de leurs enfants. Bienvenue, a dit un gentilhomme aux cheveux argentés, se levant pour m'offrir une chaise. Je suis Robert Fournier, animateur du groupe, ancien directeur d'école, et maintenant grand-père à plein temps de jumeaux. J'ai murmuré mon nom, Geneviève Dubois, en gardant Lucie près de moi. Ma petite fille serrait son lapin en peluche, les yeux baissés. Une table de fourniture d'art avait été installée dans un coin pour les enfants, mais Lucie n'a montré aucun intérêt. Lucie peut rejoindre les autres enfants si elle le souhaite, a suggéré Robert gentiment. Notre bénévole, Mademoiselle Marie, est formidable avec eux. La prise de Lucie sur ma main s'est resserrée, un refus silencieux. Peut-être la prochaine fois, ai-je dit, en installant Lucie sur mes genoux. Au fur et à mesure que la réunion avançait, les grands-parents ont partagé leurs difficultés. Des petits-fils adolescents testant les limites, des écoles qui ne comprenaient pas leurs situations familiales uniques, des budgets serrés poussés à la limite. J'ai écouté, trouvant du réconfort dans ce cercle de personnes qui comprenaient la complexité de redevenir parents à l'âge d'or. Quand mon tour est venu, j'ai hésité. Ma petite fille a fréquenté le camp de la Fondation La Clairière Enchantée la semaine dernière, ai-je commencé prudemment. Mais elle est rentrée changée, effrayée. La directrice du camp a rejeté mes préoccupations, et maintenant nous attendons de voir une psychologue pour enfants. La pièce est devenue visiblement silencieuse. Une femme en face de moi, Nathalie, qui s'était présentée plus tôt, m'a regardé avec une intensité soudaine. C'était le camp de jour sur la route du Chêne, a demandé Nathalie, sa voix tendue. J'ai hoché la tête. Mon Thomas y est allé aussi, a dit Nathalie, jetant un coup d'œil à un garçon de l'âge de Lucie qui dessinait tranquillement à la table des enfants. La dernière session, il a été différent. Des cauchemars, il recommence à faire pipi au lit. Je pensais qu'il était peut-être malade. L'air dans la pièce a semblé s'épaissir. L'expression de Robert a changé presque imperceptiblement. Les enfants ont souvent du mal à se réadapter après de nouvelles expériences, a-t-il dit d'une voix lisse. Je suis sûr qu'avec le temps. Non, a interrompu Nathalie, des larmes de peur scintillant dans ses yeux. C'est plus que ça.
Thomas ne veut plus s'approcher de la salle de bain seul. Et hier, quand j'ai mentionné de l'inscrire à leur programme d'hiver, il a eu une crise de nerfs complète. D'autres grands-parents ont échangé des regards. Un vieil homme a éclairci sa gorge avec inconfort. Mazoé allait bien après leur camp de printemps, a-t-il offert. Peut-être que c'était juste un moniteur ou une activité particulière lors de la session d'été. Un moniteur nommé Julien Chevalier a dirigé le groupe de Lucie, ai-je dit doucement. La reconnaissance a éclaté sur le visage de Nathalie. Le groupe de Thomas aussi. Avant que la conversation ne puisse continuer, la directrice du centre communautaire est apparue dans l'embrasure de la porte, son sourire professionnel n'atteignant pas tout à fait ses yeux. Désolé d'interrompre, mais nous avons une invitée spéciale aujourd'hui. Madame Élise Chevalier, du conseil d'administration de la Fondation L'Étincelle, est passée pour discuter de leur prochain programme. Une femme bien habillée d'une cinquantaine d'années est entrée, son collier de perles brillant à la lumière alors qu'elle arpentait la pièce avec une chaleur étudiée. Je suis Élise Chevalier, directrice de la sensibilisation communautaire. Je crois que certains de vos petits-enfants ont participé à notre programme d'été. J'ai senti un frisson me parcourir l'échine en reconnaissant le nom de famille. Les yeux de la femme se sont attardés sur moi et Lucie, son sourire inébranlable mais d'une certaine manière plus froid. Nous sommes toujours désireux de répondre à toutes les préoccupations que les familles pourraient avoir, a poursuivi Élise d'une voix douce. Les enfants interprètent parfois mal les instructions des adultes ou deviennent anxieux dans de nouveaux environnements. Soyez assurés que nos bénévoles sont soumis à un contrôle rigoureux. J'ai remarqué comment Robert a hoché la tête en signe d'approbation aux paroles d'Élise, comment certains grands-parents semblaient se détendre, acceptant le rejet autoritaire de toute préoccupation possible. Mais Nathalie n'était pas convaincue. Mon petit-fils a spécifiquement mentionné se sentir mal à l'aise pendant. De nombreux enfants ont du mal avec le mal du pays, a interrompu Élise gentiment. Nos moniteurs sont formés pour les aider à gérer ces sentiments. Bien que parfois leur méthode puisse sembler peu conventionnelle à ceux qui ne sont pas familiers avec la psychologie enfantine moderne. Le message était clair. Tout inconfort était une mauvaise interprétation des enfants, non une faute des adultes. À la fin de la réunion, j'ai vu Élise converser tranquillement avec Robert dans un coin, leurs têtes penchées l'une vers l'autre, leurs yeux jetant occasionnellement des regards vers Nathalie et moi. Cet endroit qui m'avait semblé un sanctuaire semblait maintenant compromis. Un autre territoire où les familles puissantes étendaient leur influence. Dehors, Nathalie m'a rattrapé sur le parking, sa voix basse et urgente. Je vous crois. Quelque chose est arrivé à nos petits-enfants. Thomas a le même regard dans les yeux que Lucie. Que faisons-nous, ai-je demandé, observant Lucie fixer le vide par la fenêtre de la voiture. Je ne sais pas, a admis Nathalie. Mais nous ne pouvons pas nous battre seuls. Alors que nous nous séparions, j'ai réalisé que ce que j'avais cru être un refuge avait plutôt révélé quelque chose de crucial. Nous n'étions pas les premières familles dont les enfants étaient rentrés changés, seulement les premières à commencer à relier les points. Et quelqu'un était très intéressé à s'assurer que ces points restent déconnectés. Le faux sanctuaire avait donné naissance à une véritable alliance. Et peut-être que c'était exactement ce dont nous avions besoin pour faire face à ce qui nous attendait. Suivant les conseils du docteur Lefebvre, j'avais créé un « coin des émotions » dans notre salon. Un petit fort en couverture douce, avec des oreillers, des animaux en peluche et des fournitures d'art. Lucie s'en est approchée avec prudence au début, puis a commencé à y passer des heures, murmurant à ses jouets quand elle pensait que je n'écoutais pas. C'est un endroit sûr pour elle, m'avait expliqué Simone, autour d'un thé. Parfois, les enfants ne trouvent pas les mots pour les grandes émotions, mais ils peuvent les montrer par le jeu. Un après-midi pluvieux, je me suis assise près de l'entrée du fort, feignant de lire, tandis que je regardais secrètement Lucie disposer des poupées et des animaux en peluche selon un schéma particulier. La petite fille a placé un petit ours dans le coffre à jouets, fermant fermement le couvercle. « Que se passe-t-il dans ton histoire ?» ai-je demandé doucement. Lucie s'est raidie, mais a répondu d'une petite voix. « L'ours doit aller dans la salle au trésor spécial, pour les jeux de Monsieur Serpent. » Mon cœur a bondi. « Et qui est Monsieur Serpent, ma chérie ?»
Il dit que je ne peux pas le dire. Les mains de Lucie tremblaient. Il dit que personne ne me croira parce qu'il est spécial et important. J'ai dégluti difficilement. Lucie, ma puce. Personne n'est si spécial ou important qu'il soit autorisé à te faire peur. Peux-tu me dire qui est Monsieur Serpent? Lucie a levé les yeux, ses yeux écarquillés de peur. Monsieur Julien. Il emmène les enfants dans le placard pour des jeux spéciaux. Il dit que son serpent est gentil, mais ce n'est pas vrai. C'est effrayant. Le monde a semblé basculer sous mes pieds alors que les pièces s'emboîtaient. Une douleur lancinante m'a traversé l'estomac. Julien Chevalier. Julien Fournier. Ce n'était plus une supposition. C'était la vérité. Choisissant mes mots avec soin, j'ai demandé, d'autres enfants ont-ils été emmenés dans ce placard aussi? Lucie a hoché la tête. Thomas pleurait après, et Emma et aussi Michel. Plus tard ce soir-là, Lucie enfin endormie, j'ai appelé Nathalie. Alors que nous comparions nos notes, un schéma troublant a émergé. Les deux enfants mentionnaient une salle au trésor spécial. Les deux parlaient de jeux de serpents. Les deux montraient des peurs similaires autour du bain et des placards. Nous devons trouver les autres enfants, ai-je dit. Emma et Michel. Lucie les a spécifiquement mentionnés. Je connais la grand-mère de Michel de l'église, a répondu Nathalie. Je lui parlerai demain. Le lendemain a apporté une autre pièce du puzzle. Je m'étais aventuré au camp pour me renseigner sur les demandes de bénévolat, espérant en savoir plus sur le processus de sélection. Dans la cuisine, une femme à l'air fatiguée préparait des plateaux repas. Vous envisagez de faire du bénévolat, a demandé la femme. J'explore juste, ai-je répondu. Je crois savoir que la famille Chevalier est très impliquée ici. La femme a jeté un coup d'œil autour d'elle nerveusement avant de baisser la voix. Trop impliquée, si vous voulez mon avis. C'est pour ça que rien ne change, même quand ça devrait. Que voulez-vous dire? Le printemps dernier, un parent s'est plaint du comportement de Julien Chevalier avec les enfants. Le lendemain, elle avait retiré sa plainte et déménagé complètement. La rumeur dit que la famille a offert un poste à son mari dans un autre département. Elle a frotté une casserole avec une vigueur inutile. Les Chevaliers dirigent la moitié des conseils d'administration de ce département. Personne ne les contrarie sans conséquence. Alors que je partais, le poids de ce à quoi nous faisions face s'est abattu sur moi. Il ne s'agissait pas seulement d'un moniteur. Il s'agissait d'un système de pouvoir et de protection qui fonctionnait sans contrôle depuis des années. À la maison, j'ai trouvé Lucie qui avait dessiné un tableau. Un enfant en bâtonnet caché dans ce qui ressemblait à un placard sombre. Une figure plus grande planant à l'extérieur. Dans une écriture enfantine au bas, il y avait les mots « méchant homme serpent ». J'ai épinglé le dessin sur mon tableau d'affichage. La vérité se dénouait, un fil à la fois. Mais chaque révélation apportait un plus grand danger, et une plus grande détermination à exposer ce qui avait été caché pendant bien trop longtemps. J'ai sorti mon téléphone. J'ai ouvert le dictaphone. La voix de Lucie, pure et innocente, remplissait l'air du soir. Monsieur Julien, il m'a dit, que personne ne me croirait. Non. Il avait tort. Totalement tort. Et la fondation L'Étincelle occupait une joyeuse maison victorienne jaune en bordure de tour. Des carillons éoliens tintaient depuis le porche enveloppant alors que je montais les marches, mon cœur battant sous ma blouse soigneusement repassée. Simone avait accepté de garder Lucie, me permettant cette chance d'affronter Martine Moreau directement. Après avoir recueilli les preuves de Nathalie et contacté la grand-mère de Michel, je me sentais plus forte. 3 enfants avec des histoires concordantes ne pouvaient être balayés d'un revers de main comme de l'imagination ou des malentendus. La secrétaire m'a conduite au bureau de Martine, une pièce ensoleillée avec des œuvres d'art d'enfants encadrées et un mur de récompense pour service communautaire. Madame Dubois, m'a salué Martine avec une politesse professionnelle. Que puis-je faire pour vous aujourd'hui? J'ai pris une profonde inspiration. J'ai parlé avec d'autres familles dont les enfants ont fréquenté votre camp d'été.
Leurs petits-enfants sont rentrés chez eux présentant les mêmes comportements troublants que Lucie. Tous ont mentionné un jeu de serpent dans une pièce spéciale. Tous ont peur des placards maintenant. Le sourire de Martine n'a pas faibli, mais ses yeux se sont durcis. Les enfants créent souvent des fantasmes partagés, surtout quand ils passent du temps ensemble. Ces enfants n'étaient pas ensemble quand ils ont raconté leurs histoires, ai-je rétorqué, sortant un carnet où j'avais documenté les dates, les comportements et les révélations. Et l'employé du camp à qui j'ai parlé a mentionné une plainte similaire du printemps dernier. Un éclair d'alarme a traversé le visage de Martine avant que son expression composée ne revienne. Je n'ai connaissance d'aucune plainte formelle. Parce qu'elles ont été enterrées, ai-je dit doucement. Tout comme vous essayez d'enterrer nos préoccupations maintenant. Le vernis professionnel de Martine a craqué. Elle a fermé la porte de son bureau et s'est tournée vers moi, sa voix tombant dans un murmure froid. Mon neveu est issu de l'une des familles les plus respectées de ce département. Ces insinuations pourraient ruiner son avenir. Votre neveu. Un frisson m'a parcouru. Julien Chevalier est votre neveu. C'est un jeune homme brillant avec des perspectives universitaires qui pourraient être détruites par des accusations infondées. Martine s'est penchée en avant. Considérez votre situation, Madame Dubois. Une femme de votre âge, vivant de votre retraite, élevant seule un enfant. Un seul coup de téléphone suggérant que vous coachez Lucie pour inventer des histoires. Et combien de temps pensez-vous qu'il faudrait au service de l'aide sociale à l'enfance pour enquêter sur votre aptitude à être tutrice? La menace a plané entre nous. Mes mains tremblaient, mais ma voix est restée ferme. Vous utiliseriez votre position pour punir un enfant qui dit la vérité? Je protège un programme précieux qui sert des centaines d'enfants, a répondu Martine. Quel que soit le malentendu qui s'est produit, il ne justifie pas de détruire tout ce que nous avons bâti. Alors que je quittais le bâtiment, les jambes tremblantes, une voix familière m'a appelé. Robert Fournier, de notre groupe de soutien, s'est approché, ses cheveux argentés brillant au soleil. J'ai entendu dire que vous étiez ici, a-t-il dit, jetant un coup d'œil autour de lui nerveusement. Martine m'a appelé. Vous la connaissez, ai-je demandé, soudain méfiante. J'ai siégé au conseil consultatif de la Fondation pendant des années. Les yeux de Robert n'ont pas rencontré les miens. Geneviève, s'il vous plaît, reconsidérez ce que vous faites. La Fondation fait un travail formidable dans la communauté. La trahison m'a brûlé comme un coup physique. Vous saviez, ai-je murmuré. Vous saviez qu'il y avait des problèmes, et vous n'avez rien dit. Il existe des procédures pour gérer les préoccupations en interne, a dit Robert avec inconfort. Faire des accusations publiques n'aide personne. Cela aide les enfants qui ont été blessés, ai-je rétorqué. Cela empêche d'autres d'être blessés à l'avenir. L'expression de Robert s'est durcie. La famille Chevalier a été généreuse envers cette communauté pendant des générations. Leur philanthropie finance des programmes qui bénéficient à des centaines d'enfants défavorisés. Est-ce que cela vaut la peine de compromettre tout ce bien pour un incident discutable? Je l'ai regardé, voyant clairement maintenant ce que je n'avais pas vu auparavant. Comment les systèmes se protégeaient? Comment le pouvoir s'isolait des conséquences? Comment les adultes choisissaient la réputation institutionnelle plutôt que la sécurité des enfants? Oui, ai-je dit simplement, cela en vaut la peine. Alors que je marchais vers ma voiture, j'ai senti des yeux me regarder depuis les fenêtres. Mon téléphone a vibré avec un SMS de Nathalie. L'AS vient d'arriver chez moi. Il pose des questions sur nous, pas sur ce qui est arrivé aux enfants. Le message était clair. Le système se refermait sur nous. Les femmes qui avaient osé questionner des hommes puissants étaient maintenant celles qui étaient enquêtées. J'ai démarré ma vieille voiture, les mains tremblantes sur le volant. Ils avaient réveillé un géant endormi, et son premier instinct était d'écraser ceux qui avaient perturbé son sommeil. Un soir, la pluie fouettait les fenêtres alors que j'étais assise devant la chambre de Lucie, le dos contre le mur, écoutant le sommeil agité de ma petite fille. La visite de l'aide sociale à l'enfance, ASE, plus tôt dans la journée m'avait anéanti.
L'assistante sociale, une jeune femme aux yeux fatigués et à l'expression vide, avait examiné notre modeste maison avec un jugement à peine voilé. Nous avons reçu un rapport anonyme exprimant des préoccupations concernant le bien-être de Lucie, avait-elle expliqué, feuilletant des formulaires sur son presse-papier, spécifiquement des préoccupations selon lesquelles elle serait coachée pour faire de fausses accusations contre des membres respectés de la communauté. De fausses accusations, avais-je répété, incrédule. Ma petite fille de 5 ans est rentrée traumatisée. 2 autres enfants ont partagé des expériences presque identiques. L'assistante sociale, Amélie Roche, comme l'indiquait son badge, prenait des notes sans lever les yeux. Madame Dubois, savez-vous que les tuteurs âgés projettent parfois leurs inquiétudes sur les enfants dont ils ont la charge? Le stress d'élever un enfant à votre âge peut créer des perceptions erronées. Ces mots m'avaient giflé. J'avais élevé ma propre fille, travaillé 30 ans comme secrétaire scolaire. Je connaissais les enfants. Je connaissais la différence entre l'imagination et le traumatisme. Il était passé minuit, et je me frottais les paumes contre mes yeux, essayant d'arrêter les larmes. Et si on m'enlevait Lucie? L'idée était insupportable. Peut-être devrais-je arrêter d'insister. Accepter la version des faits de la Fondation. Protéger le peu de sécurité qui nous restait. De la chambre de Lucie vint un léger gémissement. Mon cœur s'est serré en entendant la voix endormie de ma petite fille. Pas de serpent, s'il te plaît. Pas de serpent. J'ai fermé les yeux, me souvenant du jour où ma propre fille était née. L'amour féroce et protecteur qui m'avait traversé. Ce même amour était revenu lorsque Lucie avait été placée dans mes bras, il y a 3 ans. Quel genre de grand-mère serais-je si j'abandonnais Lucie pour me protéger? Une voiture est passée lentement devant notre maison pour la 3e fois cette nuit-là, ses phares balayant nos fenêtres comme des yeux qui cherchaient. J'ai frissonné. Nous étions surveillés, intimidés. Mon téléphone a vibré avec un SMS de Nathalie. Il menace d'enquêter sur les droits parentaux de mon fils. Je ne peux plus me battre. Je suis désolé. Un par un, notre petite alliance s'effritait. La grand-mère de Michel avait cessé de répondre à mes appels après avoir reçu une lettre de l'avocat de la Fondation. Maintenant Nathalie reculait. J'étais seul. Une femme de 67 ans contre une famille puissante avec des connexions dans tout le département. Lucie a crié de nouveau dans son sommeil. Je me suis levé raidi et suis entré dans la chambre sombre, m'asseyant doucement sur le bord du lit. Le visage de Lucie était rougi. Son front plissé par la peur même dans le sommeil. « C'est bon, ma petite Lucie », ai-je murmuré. « Mamie est là. » Les yeux de Lucie ont vacillé, flous de sommeil et de peur. « Le méchant a dit que personne ne me croirait », a-t-elle marmonné. Il a dit que je n'étais qu'une petite fille et qu'il était important. J'ai lissé les boucles humides du front de Lucie. « Je te crois, ma chérie, toujours. » Mais la dame d'aujourd'hui m'a regardé comme si j'étais mauvaise. Vont-ils m'emmener? La question m'a transpercé le cœur. Non, ma chérie. Je ne laisserai pas ça arriver. Mais alors que Lucie se rendormait, je me suis demandé si c'était une promesse que je pouvais tenir. Demain, je devrais décider. Accepter la défaite pour garder Lucie, ou risquer de la perdre en continuant à me battre. Dehors, le tonnerre grondait dans le ciel comme un avertissement. Je me suis approché de la fenêtre, observant les éclairs illuminer la rue où la voiture mystérieuse était passée. Dans le bref éclair, j'ai aperçu le véhicule garé au coin, son occupant regardant notre maison. Le fond du gouffre, disait-on. L'endroit où l'on n'avait plus rien à perdre. J'avais cru l'avoir atteint quand ma fille avait disparu dans les griffes de la dépendance, quand j'étais redevenu mère à 60 ans. Mais c'était un autre genre de gouffre. Un où la vérité elle-même était attaquée. Où des gens puissants pouvaient réécrire la réalité pour se protéger. Alors que la pluie ruisselait sur la vitre comme des larmes, Geneviève Dubois a pris sa décision. Si c'était le fond du gouffre, alors il n'y avait nulle part où aller sinon vers le haut. Et elle grimperait pour Lucie, même si elle devait le faire seule. Demain apporterait soit la défaite, soit un nouveau chemin.
Mais cette nuit, elle montrait la garde à la fenêtre, observant ceux qui observaient, protégeant la seule chose qui importait le plus, l'enfant endormi derrière elle, qui méritait un monde où la vérité comptait encore. Un coup est venu à 9 heures le lendemain matin. 3 coups secs qui ont fait battre mon cœur à toute vitesse. À travers le Judas, j'ai reconnu Amélie Roche, l'assistante sociale de l'ASE de la veille. J'ai lissé mes cheveux, redressé mes épaules et ouvert la porte. « Madame Dubois », a dit Amélie formellement. « Puis-je entrer ? J'ai quelques questions complémentaires. » Je l'ai conduite à la cuisine où Lucie coloriait, sa petite forme recroquevillée protectrice sur son dessin. La petite fille a levé les yeux, a reconnu la visiteuse et a rapidement regardé de nouveau vers le bas. « Lucie, ma chérie, pourquoi ne colories-tu pas dans ta chambre un petit moment ?» ai-je suggéré doucement. Une fois l'enfant parti, l'attitude professionnelle d'Amélie a subtilement changé. Elle a jeté un coup d'œil vers les fenêtres, puis a baissé la voix. « Y a-t-il un endroit où nous pouvons parler sans être entendus ou observés de l'extérieur ?» Confuse, je l'ai conduite à la salle de bain, la seule pièce sans fenêtre, et j'ai fermé la porte. Amélie a immédiatement ouvert le robinet, laissant couler l'eau dans le lavabo. « Madame Dubois », a-t-elle murmuré urgemment. « Je ne suis pas celle que vous croyez. Ou plutôt, je suis bien assistante sociale. Mais je ne suis pas là pour enquêter sur vous. Je suis là parce que je crois votre petite fille. » J'ai regardé, incompréhensive. « Mais hier vous ? Je devais paraître sceptique hier. Ma visite a été officiellement ordonnée après que la Fondation a déposé une plainte contre vous. » Les yeux d'Amélie étaient intenses, sa voix à peine audible au-dessus de l'eau qui coule. « Mais vous n'êtes pas la première famille à signaler des préoccupations concernant ce camp. 3 autres cas sont passés sur mon bureau au cours des 18 derniers mois, tous avec des histoires similaires, tous impliquant Julien Chevalier. Alors pourquoi rien n'a-t-il été fait, ai-je demandé. Parce qu'ils ont tous disparu. Plainte retirée. Famille soudainement relocalisée. L'expression d'Amélie était sombre. Je bâtis un dossier, documentant le schéma, mais j'ai besoin de familles prêtes à se manifester et à maintenir leur position malgré la pression. L'espoir a vacillé dans ma poitrine pour la première fois depuis des jours. Vous nous croyez? Oui. Et plus important encore, je sais comment ils opèrent. J'ai travaillé pour la famille Chevalier pendant mes études universitaires en tant que nounou. J'ai quitté parce que... Elle a hésité. Et disons simplement que j'ai été témoin de comportements qui m'ont inquiété professionnellement et éthiquement. Je me suis effondré sur le couvercle des toilettes fermées, mes jambes soudainement faibles. Tout le monde nous abandonne. Nathalie, la grand-mère de Michel, ils ont tous reculé. Je pensais que j'étais seul. Vous n'êtes pas seul, a dit Amélie fermement. Il y a quelqu'un d'autre que vous devez rencontrer. Claire Duval, une avocate spécialisée dans la défense des enfants. Là, elle prend des cas comme celui-ci pro bono. Non, pro bono. Je ne peux pas me le permettre. Là, elle ne fait pas payer les familles comme la vôtre. Elle croit que chaque enfant mérite une protection, quelles que soient les ressources de ses tuteurs. Amélie a fouillé dans son sac et a sorti un petit carnet, griffonnant une adresse et un numéro de téléphone. Son bureau n'est pas luxueux, mais elle a déjà mené des affaires contre des familles puissantes et a gagné. J'ai regardé la note. Pourquoi nous aidez-vous? Vous pourriez perdre votre emploi. Le calme professionnel d'Amélie a craqué, révélant un éclair d'une vieille douleur. Parce qu'il y a 20 ans, j'étais une enfant comme Lucie, et personne ne m'a cru non plus. Elle a coupé l'eau et elles sont retournées à la cuisine, reprenant leurs rôles officiels, assistante sociale et tutrice enquêtée, au cas où quelqu'un les regarderait. Amélie a pris des notes sur son presse-papier, posant des questions standards sur les routines de Lucie et mes systèmes de soutien. Alors qu'elle se préparait à partir, elle a dit clairement, « Je déposerai mon rapport initial aujourd'hui, Madame Dubois. Vous aurez de nos nouvelles bientôt. » Mais la note qu'elle m'a glissée dans la main racontait une autre histoire. « Claire, attends votre appel.
N'utilisez pas votre téléphone fixe. Il surveille. Après le départ d'Amélie, j'ai appelé Simone, qui a accepté de garder Lucie quelques heures. Puis j'ai conduit jusqu'à la bibliothèque municipale, j'ai trouvé un coin tranquille et j'ai utilisé leur téléphone pour appeler le numéro qu'Amélie m'avait donné. Claire Duval a répondu, une voix nette et sans fioriture. Je m'appelle Geneviève Dubois, ai-je commencé avec hésitation. La Amélie Roche m'a suggéré d'appeler concernant ma petite fille, Lucie. Madame Dubois, a interrompu Claire. J'attendais votre appel. La fondation L'Étincelle a fait taire des familles pendant des années, mais elle n'a jamais affronté quelqu'un comme vous auparavant. Quelqu'un qui n'avait plus rien à perdre que la vérité. Sa voix s'est légèrement adoucie. Et d'après ce qu'Amélie me dit, vous êtes exactement ce dont ces enfants ont besoin. Une battante. Alors que je raccrochais le téléphone, un sentiment étrange m'a envahi, quelque chose que je n'avais pas ressenti depuis des jours. Il m'a fallu un instant pour le reconnaître. C'était l'espoir. Je n'étais plus seul. Et peut-être, juste peut-être, le vent tournait point. Le bureau de Claire Duval occupait une maison victorienne réaménagée près du palais de justice. Son enseigne patinée portait l'inscription au projet de défense légale des enfants en lettres bleues fanées. À l'intérieur, la salle d'attente débordait de dessins d'enfants, des centaines, couvrant presque chaque centimètre carré des murs. Chaque enfant que nous avons aidé, m'a expliqué Claire, remarquant mon regard, raconte son histoire avec ses propres mains. Claire elle-même ne ressemblait en rien à ce que j'avais imaginé. Pas de tailleur strict, pas de bureau imposant. Au lieu de cela, elle portait un jean et une blouse simple. Ses cheveux noirs striés d'argent étaient tirés en un chignon pratique. Son petit bureau contenait des meubles dépareillés, des piles de dossiers imposantes et encore plus d'œuvres d'art d'enfant. Tout documenté, est devenu mon nouveau mantra alors que Claire détaillait notre stratégie. Chaque comportement, chaque révélation, chaque cauchemar, date, heure, mots exacts. Nos souvenirs nous jouent des tours, surtout sous pression. J'ai commencé une chronologie détaillée. Lucie avant le camp, les changements de comportement après, chaque cauchemar et réaction. Claire m'a appris les techniques appropriées pour parler à Lucie. Des questions ouvertes, jamais suggestives, toujours en rassurant l'enfant qu'elle n'avait aucun problème. La fondation affirmera que vous l'avez coaché, a averti Claire. Nous devons nous assurer que chaque révélation vient de Lucie, avec ses propres mots. Grâce à Claire, j'ai pris contact avec le docteur Isabelle Renaud, la psychologue pour enfants qui avait la liste d'attente de 3 mois. J'ai des inquiétudes concernant ce camp depuis des années, a admis le docteur Renaud lors de notre rendez-vous d'urgence. Mais les familles retirent leurs plaintes avant que nous puissions établir un schéma. Pendant ce temps, Amélie a discrètement recontacté Nathalie, offrant le même soutien que celui qu'elle m'avait apporté. Peu à peu, le courage de Nathalie est revenu. 2 autres familles se sont manifestées, les parents d'Emma et de Michel, les enfants que Lucie avait mentionnés. Une alliance fragile s'est formée, renforcée par les conseils de Claire et les connaissances internes d'Amélie sur le système. Ils opèrent en isolant les familles, a expliqué Claire lors d'une session de stratégie dans son bureau exigu, faisant en sorte que chacune se sente seule et impuissante. Ensemble, nous sommes beaucoup plus difficiles à écarter.